Yo, c'est Delisweep, la chaîne qui balaye l'actu basket. La saison à venir s'annonce pleine de suspense cette année. Entre les tenants du titre, les Bucks de Giannis, le retour des Warriors de 2015, un hit plein de promesses et des Suns revanchards, toutes ces équipes peuvent prétendre au titre. Pourtant, d'après les pronostiqueurs, la finale NBA serait déjà jouée entre les Lakers et les Nets. Et pour cause. D'un côté, un nombre record de sélections avec pas moins de 59 All-Stars, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Carmelo Anthony, Rajon Rondo, Dwight Howard et DeAndre Jordan. Oh. De l'autre côté, on a une armada prête à rouler sur l'Est. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Joe Harris, Blake Griffin, le probable 5 je pense, et un banc de malades, la Marcus Aldridge, Bruce Brown, Patty Mills, Jahlil Okafor, un petit big up au Frenchie, Timothée Luwawu-Cabarrot et Sekou Doumbouya. Le mot qui revient souvent lorsqu'on parle de ces équipes, c'est super team. Les super teams, c'est pour beaucoup une solution de facilité, en gros pour atteindre la bague suprême. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Alors, une super team, qu'est-ce que c'est? Une super team, c'est, la plupart du temps, l'association de stars qui viennent dans une même équipe pour remporter un titre. La plupart du temps, ces stars n'ont pas encore remporté de titre, c'est pour ça qu'elles se rallient entre elles. Parce qu'elles comptent sur les talents individuels de chacun pour pouvoir arriver au bout. On peut compter sur les Celtics de 2008 avec Kevin Garnett et Ray Allen qui ont rejoint Paul Pierce pour remporter la bague. On a également LeBron James qui a symbolisé la formation de super team en 2010, quand avec Chris Bosh, il a rejoint son pote Dwayne Wade à Miami. Ça a débouché sur 4 finales consécutives, dont 2 remportées. Dernièrement, on a Kevin Durant qui a rejoint les Warriors de 73 victoires pour pouvoir remporter un back-to-back en 2017 et 2018. Là, j'ai mentionné que des équipes qui ont remporté au moins un titre. Mais ça veut pas dire que ça marche à chaque fois. En 2021, les Nets de KD, Kyrie et Harden ont échoué. C'est la même chose pour les Nets de 2014, les Lakers 2012, les Lakers 2004, les Rockets 97. On peut même rajouter les Celtics de 2011 et les Warriors de 2019, avec DeMarcus Cousins. L'histoire prouve que les super teams ne gagnent finalement que peu de fois. Mais alors pourquoi est-ce que les super teams c'est un problème? Premièrement, ils sont perdants quoi qu'il arrive. Bah oui, si tu perds, tu vas vraiment perdre toute crédibilité en ayant formé une super team. Les gens auront tendance à dire que t'as le mental qui suit pas, que t'as pas le profil pour être un Hall of Famer, que finalement t'es pas une superstar. Mais si tu gagnes, on dirait que c'était trop facile. La bague a pas moins de saveur parce que t'étais allé avec d'autres potes pour aller gagner un titre. Tu l'as pas fait à toi tout seul avec ta franchise la plupart du temps. Du coup, on a plusieurs débats. Est-ce que les 2 bagues de Kevin Durant sont plus fortes que la bague de Dirk Nowitzki à Dallas? Est-ce que les 2 bagues de LeBron James valent celle de Giannis? L'idée de comparer la valeur d'une bague peut être légitime au vu du contexte dans lequel tu as gagné le titre. Ensuite, la dictature de la bague. Quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire du basket, la notion de bague va forcément atterrir sur la table. L'absence de bague, ça fait un petit peu tâche du coup sur le CV des joueurs. Mais on a trop tendance à faire un raccourci entre greatness et bague, qui sont 2 choses totalement différentes. Je veux dire, c'est pas parce que t'as pas remporté de bague que t'es pas un monstre. Charles Barkley et Karl Malone sont parmi les plus grands de ce sport sans avoir jamais remporté un titre. Allen Iverson, ancré dans la culture du basket et dans les mémoires de tous, sans avoir jamais remporté de bague. Pourtant, pour certains, la valeur de la bague est trop importante, quitte du coup à pouvoir trahir certains pour aller rejoindre d'autres et gagner des titres. Du coup, encore une fois, ils font le raccourci entre greatness et bague. Mais est-ce que du coup, le fait de rejoindre une super team ne va pas dévaloriser ta greatness? À vous de juger. En parlant de greatness, l'histoire retient néanmoins toujours plus les vainqueurs que les vaincus, c'est bien logique. Elgin Baylor! Mais la legacy est très différente. Explication. La legacy ou l'héritage, c'est ce que tu vas laisser après le basket. C'est des choses qui vont rester dans les mémoires, dans les livres, dans les cœurs des gens. Ça peut être une mentalité, je pense à l'éthique de travail de Kobe, un geste de signature, ça peut être le skyhook de Karim, le fadeaway de Jordan, le step back de Harden ou le one-legged fadeaway de Dirk. Ou même un geste iconique. On a The Last Shot de Jordan, The Block de LeBron ou The Miracle Shot de Ray Allen. La legacy, ça fait partie intégrante de la greatness. Et du coup, le fait de rejoindre une super team, ça peut être un frein pour ta legacy. Le symbole de ce paradoxe, c'est Kevin Durant. Un monstre de ce sport, il peut marquer de n'importe où, le plus grand scoreur de l'histoire de ce sport, et pourtant sa legacy peut être entachée par sa rupture avec OKC et sa venue avec les Warriors qui ont été ses bourreaux. Un manque de mérite lui est pour le moment attribué, car ces 2 bagues proviennent de l'équipe de saison régulière la plus forte de tous les temps. Après, est-ce qu'il va changer sa legacy avec Brooklyn? On le saura prochainement. Qui dit super team ne dit pas dynastie. On parle pas des Bulls de Jordan, des Lakers de Magic, des Celtics de Bird ou des Spurs de Pop comme des super teams. La raison, leur ascension s'est faite en interne, que des joueurs venant de la draft. Ces franchises-là ont formé une dynastie, qui veut dire que quoi qu'il arrive, dès que tu allais les affronter, tu savais que tu allais quitter le match en baissant la tête. Et sur une période suffisamment longue pour qu'on puisse les considérer comme des dynasties. Les dynasties des super teams sont assez différentes. Elles durent déjà moins longtemps si tant est qu'elles existent, déjà par rapport à la forme des joueurs, car pour être considérés comme des superstars et rejoindre une super team, il faut déjà avoir joué un sacré nombre d'années. On a l'ego des joueurs, faire venir des grosses têtes dans un même vestiaire, qui étaient habitués auparavant à avoir la balle dans les mains, doivent aujourd'hui la faire tourner dans l'équipe. Donc c'est bien de rajouter des grosses têtes, encore faut-il les faire jouer ensemble. Et la continuité empathie.
Donc en gros, si on forme une super team, il faut gagner dans les 2-3 ans max, sinon ce sera vraiment considéré comme un échec. C'est des projets à court terme avec un très gros enjeu. Est-ce que ça marche vraiment les super teams? Eh bah pas vraiment. Et pas que dans le basket, hein. Les Galactiques du Real Madrid n'ont jamais remporté un titre, et le PSG sous l'ère QSI n'a pas encore remporté la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que la durée est trop courte évidemment. On ramène des joueurs dans un vestiaire qui doivent jouer ensemble alors qu'ils avaient l'habitude d'être le centre du jeu. C'est compliqué. D'un côté t'as les super teams où les super stars doivent jouer entre eux, de l'autre t'as des équipes qui se forment petit à petit, à la fin les joueurs et le staff se connaissent, et du coup elles peuvent tenir tête aux super teams, parce que t'as une relation de cohésion qui va vraiment naître. Surtout si t'as une super team qui gagne un titre, l'équipe qui est vaincue, elle va revenir encore plus fort. Regardez bien les Spurs de 2014 ou les Lakers de 2010. Alors une super team va-t-elle gagner cette saison? Les pronostics le disent, la vérité c'est sur les terrains et ça déjoue toujours les pronos. C'était Daily Sweep, je te retrouve pour une prochaine enquête.